Merci à Cameroon Productivity Association euh, pour m'avoir convié à ce webinaire qui va traiter du sujet de la propriété intellectuelle et de l'innovation, et notamment comment protéger et valoriser ces créations. Alors, déjà, le cabinet Ekeme est un mandataire agréé auprès de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Et à ce titre, il est une interface entre les usagers, qui sont les créateurs, les auteurs, les inventeurs, les innovateurs, et l'OAPI. Donc, nous avons pour rôle d'assister, de conseiller, de représenter aussi euh, les potentiels titulaires de droits, c'est-à-dire les demandeurs qui souhaitent obtenir un titre de propriété industrielle auprès de l'OAPI. Donc, nous travaillons depuis quelques années déjà et nous avons à peu près dans notre portefeuille 11 000 marques enregistrées, on va dire, pas déposées, enregistrées à l'OAPI, et à peu près 3 000 brevets d'invention. Les objectifs de cet atelier, ce webinaire, c'est d'abord d'acquérir euh, des clés, des fondamentaux de la propriété intellectuelle et saisir un peu ces enjeux dans le cadre de son activité, savoir interpréter certaines terminologies qui sont spécifiques à la propriété industrielle, faire la différence entre propriété intellectuelle, terme globalisant, et propriété industrielle, c'est très important. Et puis voir un peu comment se passent les procédures d'enregistrement des noms commerciaux, des marques, des dessins et modèles industriels au niveau national et au niveau international si on a le temps. Obtenir et mettre en œuvre des méthodes de travail efficaces pour la constitution et le suivi des dossiers d'enregistrement. Identifier quelques bonnes pratiques aussi de gestion des droits, voir quels sont les pièges qui peuvent être évités et comment défendre efficacement ces droits. Alors, ce que nous devons savoir, c'est que nous allons travailler sous à peu près 4 modules. On va essayer d'aller vite, mais c'est bien d'avoir une vue globale dans cette première expérience que nous partageons. Nous allons donc travailler sur 4 modules. Le premier module, on va voir ce que c'est que la propriété intellectuelle, ce qu'elle vise et comment elle s'articule. Donc, quand on parle de propriété intellectuelle, on parle de beaucoup de choses immatérielles qui sont réparties en 3 catégories. On a d'abord la propriété littéraire artistique qui relève en fait de tout ce qui est beau, l'art, le beau. Hein. On a les écrits, les livres, les travaux d'art plastique, les œuvres de musique, de danse, qui sont de la propriété intellectuelle, mais qu'on appelle propriété littéraire artistique parce que ce sont des pièces uniques, on va dire. Même si le livre peut être reproduit en plusieurs exemplaires, le contenu, comment est-ce que l'auteur a réalisé, a conçu son livre, c'est quelque chose d'assez unique. Et donc, c'est une grosse différence avec ce qu'on peut produire de manière industrielle. Donc, la propriété littéraire et artistique est protégée par ce qu'on appelle le droit d'auteur et les droits voisins du droit d'auteur.
Dans cette classification-là, on a les bases de données, les programmes d'ordinateur qui sont considérés comme de la propriété littéraire et artistique. À côté de la propriété littéraire et artistique protégée par le droit d'auteur et les droits voisins, nous avons la propriété industrielle qui concerne cette fois-ci deux types de produits, on va dire. On a d'une part les signes distinctifs qui vont protéger l'apparence, le nom du produit et qui vont permettre de distinguer un produit ou un service, parce que ce n'est pas seulement des produits, c'est aussi des services, de ceux qui existent dans la concurrence, sur le marché de la concurrence. On appelle ça signe distinctif parce qu'ils peuvent être constitués de termes fantaisistes, de formes, de formes géométriques, de nombres, de sons d'ailleurs. Et dans cette classification de signes distinctifs qui appartient à la propriété industrielle, on a le nom commercial et la marque. En matière de propriété industrielle, on a aussi l'apparence spéciale d'un produit qui est protégé par le dessin et modèle industriel. Le dessin et modèle industriel bénéficie d'une double proposition de propriété. D'une part, la propriété industrielle, parce qu'on peut reproduire un modèle à l'infini, mais aussi le droit d'auteur par rapport à l'apparence spéciale qu'un produit peut avoir. Enfin, on a les créations carrément techniques, technologiques, qui sont protégées par le brevet. Et en général, ce sont des inventions qui remplissent certains critères, notamment la nouveauté, qui est un critère essentiel pour avoir la possibilité d'obtenir un brevet. À côté de ces deux branches, qui sont la propriété littéraire et artistique, protégée par le droit d'auteur et les droits voisins, et la propriété industrielle, protégée par le droit des marques, le droit des brevets, le droit des noms commerciaux, le droit des indications géographiques. On a beaucoup d'objets qui sont protégés par la propriété industrielle. À côté donc de ces deux modes, nous avons le savoir-faire. Et ça, le savoir-faire, c'est, on va dire, le secret. D'accord? On a une façon de faire et on ne souhaite pas passer par une protection formelle. Alors, on garde le secret. Ça peut être le secret d'affaires, ça peut être le secret de fabrication de quelque chose. Donc, on a les deux grandes branches de la propriété intellectuelle, mais on a aussi à côté des gens qui préfèrent protéger leurs innovations par le secret, leur savoir-faire par le secret. Alors, toutes les inventions donc, qui relèvent de la technique ont des catégories. On a les obtentions végétales qui protègent les nouvelles variétés végétales. Vous avez déjà entendu parler de la papaye solo. C'est une papaye qui est née de la recherche scientifique et qui est considérée comme une obtention végétale parce qu'il y a eu un travail technique, scientifique, de recherche derrière pour obtenir ce qu'on appelle la papaye solo aujourd'hui. En dehors de l'obtention végétale, on a le schéma de configuration qui est une combinaison assez originale des éléments qui composent un circuit intégré. C'est tout ce qu'on retrouve dans les téléphones, dans les appareils électroniques surtout. Et ce sont des schémas, mais des schémas conducteurs et qui allient donc une technologie spécifique pour pouvoir aboutir à un résultat, soit donner du son, soit voilà. Ensuite, on a le modèle d'utilité qu'on appelle souvent le petit brevet, qui protège une invention qui vient
être en fait une solution à un problème d'ordre technique, mais c'est souvent le petit outillage, des petites technologies qu'on met en place qui ne nécessitent pas forcément une, une réflexion technique poussée, mais qui peuvent être utiles. C'est pour ça qu'on appelle modèles d'utilité, qui peuvent être utiles à solutionner un problème qui se trouve dans le domaine de la technique. Et donc, en, avec les inventions techniques, on a évidemment le brevet d'invention, qui est donc ce titre, ce certificat de propriété qu'on délivre à un inventeur, un innovateur, qui a respecté 3 critères, notamment la nouveauté, quelque chose qu'on ne retrouve pas dans la technique existante ou la technologie existante, l'application industrielle, mais aussi toute la recherche, l'inventivité qu'il y a eu derrière. Est-ce que ce qu'il a conçu relève on va dire, du commun des mortels, ou est-ce qu'il a fait un effort particulier pour obtenir quelque chose de nouveau dans le domaine de la technique et qui vient répondre à un problème qui se pose, à un problème technique qui se pose. Donc, en dehors de ces inventions à caractère technique, on a aussi les signes distinctifs qui sont en fait, comme je l'ai expliqué en entame, des signes qui viennent distinguer soit une entreprise des entreprises existantes, soit un produit ou un service des produits et services qui relèvent du même domaine d'activité. Dans les créations qu'on classe comme signes distinctifs ou création à caractère technique, on a effectivement le dessin et modèle industriel. Nous en avons déjà parlé il y a quelques instants. Donc, un droit de propriété industrielle s'acquiert par une formalité de dépôt. On fait une demande d'enregistrement soit de brevet quand c'est une invention technique ou technologique, soit de marque quand c'est un produit ou service, et on le fait auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui est donc l'office territorialement compétent pour le Cameroun. Alors, on a ici des exemples d'œuvres littéraires. On a, comme vous pouvez le voir, les bases de données, les programmes d'ordinateur, en fait, tout ce que nous avons dans la vie de tous les jours peut constituer une œuvre protégée par le droit d'auteur. On a les peintures, les sculptures, les livres. En matière de propriété littéraire et artistique, comment se passe la protection? On estime que toutes les œuvres sont originales, présumées généralement à partir du moment où l'œuvre est protégeable. Maintenant, l'œuvre est protégée en matière de propriété littéraire et artistique du seul fait de sa création. Mais il est prévu au niveau du Cameroun un aménagement pour mettre on va dire, pour créer des preuves si jamais la contestation de la propriété de l'œuvre littéraire et artistique naît. Donc, ces moyens de preuve peuvent se faire soit par déclaration auprès d'une société de gestion collective, par exemple la Sociladra pour les œuvres littéraires et artistiques, pour les livres, on va dire,
Et on peut aussi très bien passer par un constat d'huissier pour déclarer son œuvre. Et comme ça, en cas de contentieux, on a la preuve qu'on avait quand même déjà, sur le plan formel, quelque chose pour se défendre. En matière de savoir-faire, on va revenir donc un petit peu là-dessus. On a dit c'est le secret. L'utilisation d'une technique, d'une technologie ou d'une formule particulière dans un processus de fabrication d'un produit peuvent être protégés par le secret. On a par exemple l'usage de certains calculs, une façon de faire la publicité de vos produits ou de commercialiser, une façon de faire le marketing peut constituer un secret, un savoir-faire protégé par le secret. Donc, la propriété intellectuelle a ceci d'intéressant qu'il y a une complémentarité des droits. Ça veut dire, si on regarde le slide, on a un téléphone. Quand on regarde le téléphone, il a une apparence particulière. Donc, il peut être protégé par le dessin et modèle, le boîtier du téléphone, le menu, les icônes, les couleurs, la manière, la configuration, l'apparence des, des, des boîtes de dialogue peuvent être protégées par le dessin et modèle. On peut avoir aussi le brevet d'invention à l'intérieur d'un téléphone, notamment l'écran tactile, c'est une nouvelle technologie, un procédé particulier de fabrication. Le savoir-faire, notamment avec le dossier de conception ou même le procédé de fabrication. À l'intérieur du téléphone, on a la topographie de semi-conducteurs, ce qu'on appelle les circuits intégrés, que je vous ai montré à l'écran il n'y a pas très longtemps. On a la marque, vous connaissez les marques, différentes marques de téléphone. On peut avoir le slogan qui peut être protégé comme marque. Et on a le droit d'auteur à l'intérieur de ce même téléphone, notamment le logiciel de pilotage, les sonneries, le menu. Donc, vous voyez qu'à l'intérieur d'un seul produit, dans un seul produit, nous pouvons avoir une multitude de possibilités de protection si elles respectent les critères. Alors, comment est-ce qu'on protège ces droits? Pourquoi est-ce qu'on protège ces droits? Nous allons faire un zoom sur les noms commerciaux et les marques avec aussi les dessins et modèles industriels qui sont intéressants pour nous. Donc, au niveau du Cameroun, nous avons le siège de l'OAPI. Le Cameroun est un État membre de l'OAPI. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle est l'organe qui est habilité à délivrer des titres. Et ces titres-là sont valables, sont uniques et sont valables sur 17 États membres, à savoir le Cameroun, le Sénégal et jusqu'aux Comores depuis 2015. Donc, l'avantage du système OAPI dans lequel le Cameroun est parti, c'est qu'on a une procédure unique d'obtention de titres qui est valable donc dans tous les États et on a un droit harmonisé qui est contenu en code qui s'appelle l'accord de Bangui et qui comporte des règles communes à ces 17 États membres-là. L'avantage d'avoir un office commun, c'est aussi la célérité, c'est-à-dire qu'au lieu, si je produis au Cameroun et que je commercialise au Cameroun et que j'ouvre mon marché vers le Congo, je n'ai pas besoin d'obtenir un titre de propriété au Cameroun et ensuite un autre au Congo. Grâce à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, grâce à ce système-là, on peut avoir un titre qui est unique et valable dans 17 États membres. Alors,
On va commencer par la protection du nom commercial. Pourquoi? Parce que c'est pour nous, en tant que praticiens, c'est le premier niveau d'entrée dans la propriété intellectuelle, dans la propriété industrielle. Et c'est un accès assez aisé en termes de coûts. Donc, le nom commercial, c'est la dénomination sur laquelle est connue et exploitée une activité économique. Alors, il peut s'acquérir par l'usage. On vous connaît sous le nom, euh, on va dire, Kaizen, par exemple. Vous ne déposez pas, mais vous avez une certaine renommée. Donc, ce nom commercial, avec la renommée, vous revient. Mais vous pouvez faire mieux en déposant une demande d'enregistrement au titre de nom commercial. Donc, pour être enregistré et pour avoir un titre de propriété sur votre nom commercial, celui-ci ne doit pas être contraire à l'ordre public. On ne peut pas utiliser des termes qui sont, on va dire, soit obscènes, soit des termes un peu haineux, des termes négatifs. Donc, l'ordre public et les bonnes mœurs, on doit en tenir compte quand on crée son nom commercial. Il ne doit pas être ni par sa nature, ni par l'usage qui peut en être fait, vraiment contraire ni à l'ordre public, ni aux bonnes mœurs. Il ne doit pas aussi être susceptible de tromper les milieux commerciaux ou le public sur la nature de l'activité économique qui est désignée par ce nom. Donc, on ne peut pas dire, par exemple, Ndolé Plus et vendre quelque chose qui n'a rien à voir avec le vrai Ndolé, par exemple, trouver à vendre des légumes, faire semblant, en fait, de faire croire au public qu'on a une spécialisation alors que c'est autre chose que nous vendons. Donc, le dossier de demande d'enregistrement du nom commercial comprend une demande adressée au DG, au directeur général de l'OAPI en 2 exemplaires, les pièces justificatives du versement de la taxe de 20 000 francs. Vous voyez que c'est accessible. Vous verrez que quand on passera à d'autres objets, ce sera beaucoup plus onéreux. Et un pouvoir, si vous passez par un mandataire, qui donne droit à ce mandataire-là d'agir en votre nom et pour votre compte. Ça, c'était le nom commercial. En ce qui concerne la marque, la définition de la marque, qui est une définition un peu juridique, mais qui est utile à connaître. Donc, la marque, c'est tout signe visible, sonore, utilisé ou que l'on se propose d'utiliser et qui permet de distinguer des produits ou des services d'une entreprise quelconque. On a, depuis l'entrée en vigueur du nouvel accord de Bangui, du nouveau code de propriété intellectuelle des États membres de l'OAPI, différents types de marques. On a des marques de produits ou de services. On a des marques nominales, ça peut juste être un nom. On a des marques semi-figuratives, c'est-à-dire on peut avoir un nom et un logo, un dessin, ou juste un logo, ce qu'on appelle la marque figurative. On peut déposer une marque multimédia, une marque en série ou une marque sonore. On entrera certainement dans les détails si jamais il y a des questions pour voir la différence entre ces types de marques-là. Mais aussi, on peut déposer une marque individuelle en tant que personne physique ou personne morale, mais on peut aussi se mettre ensemble pour acquérir la propriété d'une marque. On peut avoir une marque collective qui appartient à un groupe, à une association, à un groupement d'intérêts économiques, ou une marque collective de certification. La différence entre les deux, c'est que il y a un organisme de certification qui délivre la marque de certification. Il ne l'utilise pas, mais il délivre à des personnes ou à des entreprises qui remplissent, qui respectent un certain cahier de charges et qui ont passé la certification. Donc, conditions de protection
pour obtenir un certificat d'enregistrement de marque, le signe doit être licite, c'est-à-dire conforme aux bonnes mœurs et à l'ordre public. Il y a certains signes qui sont interdits par certaines conventions internationales. On ne peut pas utiliser, par exemple, le logo des Jeux olympiques. Les signes qui sont trompeurs aussi ne peuvent pas faire l'objet d'un dépôt, tout comme ceux qui sont déceptifs ou descriptifs. C'est-à-dire que si je produis de l'huile d'avocat, je ne peux pas appeler je ne peux pas choisir comme nom de marque huile d'avocat. La marque doit être fantaisiste. Elle ne doit pas décrire le produit pour lequel elle est choisie. Donc, en termes de distinctivité, quand on parle du signe distinctif, c'est justement pour faire la différence entre le signe qu'on choisit et ceux qui existent dans le commerce pour le même type de produit ou le même type de service. Je crois qu'on a passé un peu rapidement sur marque de service, marque de produit. Je fabrique, on va dire, des yaourts. Je suis producteur du produit yaourt. Je, je, je propose à ma clientèle des services d'expertise comptable. Je suis dans une marque de service. Je voulais m'arrêter 2 secondes pour faire ce petit distinguo-là, pour qu'on soit sur le même niveau de compréhension. Enfin, le signe doit être disponible. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui a enregistré cette marque-là préalablement, pour des produits qui sont identiques ou similaires, on ne peut pas obtenir la protection au titre de marque parce qu'il y a ce conflit ce risque de conflit avec une marque qui a déjà été enregistrée. Donc, pour la demande d'enregistrement de marque, on a quelques éléments du dossier, notamment un formulaire qui est disponible même en ligne sur le site de l'OAPI. À l'intérieur de ce formulaire, nous devons insérer la représentation de la marque, choisir les produits ou les services, parce qu'il existe une classification internationale dans laquelle on a fait des sous-classes de produits et de services avec des numéros particuliers. Donc, il faut avoir une bonne connaissance de la classification internationale pour insérer, compléter le formulaire. Alors, si on a une marque en copropriété, on doit avoir un règlement de la copropriété. Et si on a une marque une marque collective, si ça appartient à un groupe, on doit fournir le règlement d'usage de la marque collective. Alors, en ce qui concerne le dessin modèle industriel, on va rappeler ce que c'est. C'est un assemblage de lignes ou de couleurs. Le modèle, c'est une forme plastique associée ou non à des lignes ou à des couleurs, pourvu que cet assemblage donne une apparence spéciale à un produit industriel ou artisanal et puisse servir à la fabrication de plusieurs autres, c'est-à-dire une production industrielle. Donc, on a des conditions de fond qui reviennent tant comme pour le non commercial et pour la marque, c'est à peu près les mêmes conditions de fond. Le dessin doit avoir, ou le modèle doit être apparent, donc il doit avoir son apparence assez originale. Il doit être incorporé dans un produit industriel ou artisanal. Il doit être nouveau et son exploitation ne doit pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Dans les conditions de fond, le déposant doit pouvoir spécifier que c'est lui qui est l'auteur soit du dessin, soit du modèle, et puis remplir le formulaire que
nous vous avons présenté. Donc, on va peut-être noter que au niveau des dossiers d'enregistrement, ils se déposent directement à l'OAPI ou dans ce qu'on appelle les structures nationales de liaison. Ici, en fait, les ministères en charge de l'industrie dans les 17 États membres de l'OAPI se chargent d'avoir une cellule qui s'occupe essentiellement de la propriété intellectuelle et dans cette direction ou dans cette cellule, dans ce département, les déposants qui sont hors Cameroun, qui est le siège, font des dépôts là-bas et ces dépôts-là sont transmis directement au siège ici à Yaoundé. Alors, lorsque la demande est déposée, si l'examen est favorable, la marque est enregistrée, le droit, ça peut être le dessin, le nom commercial ou la marque, et la durée de validité, la durée de vie varie, donc 10 ans pour la marque à compter du dépôt, ainsi que pour les noms commerciaux, 5 ans à compter du dépôt, renouvelable 2 fois pour les dessins et modèles industriels. C'est pour dire que la marque a une durée de vie plus longue sous réserve de ce qu'elle soit renouvelée tous les 10 ans. On renouvelle les droits. C'est un peu comme notre pièce d'identité. Mais en ce qui concerne le dessin et modèle industriel, il a une durée de vie beaucoup plus réduite, qui est de 15 ans. Il est valable, donc 5 ans, renouvelable 2 fois seulement. Si la demande n'est pas examinée favorablement, le déposant a la possibilité quand même d'exercer un recours contre la décision de rejet auprès de la Commission supérieure de recours. Donc, il y a des possibilités de se justifier si jamais l'OAPI estime que la demande que vous avez formulée n'est pas recevable ou ne remplit pas des conditions. La Commission supérieure de recours peut traiter du contentieux qui est lié à ce rejet-là. Alors, quel est l'intérêt d'enregistrer et d'obtenir des droits exclusifs sur un nom commercial, une marque, un dessin modèle industriel? L'intérêt, c'est que on peut donc bénéficier d'un monopole, de droits exclusifs, notamment de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'offrir à la vente, de vendre ou de distribuer ou d'utiliser même simplement le produit. On a le droit donc de reproduire, d'apposer le signe, mais on a aussi d'autres droits qui sont le droit de vendre sa marque parce que c'est un titre de propriété qui a une certaine valeur et qui est cessible. On peut donc céder sa marque, on peut céder son brevet, on peut conclure des contrats, par exemple des contrats de licence, d'exploitation avec. On peut agir en justice quand on a une marque pour se défendre, pour défendre son produit, son service, pour défendre son brevet, son nom commercial. Et donc, ce monopole-là est quand même intéressant à acquérir pour se prémunir des éventuels contrefaisants. On sait qu'il y a toujours dans l'environnement des affaires des personnes qui ne sont pas toujours très bien intentionnées. Quand vous avez un produit qui marche, tout de suite, on a les regards braqués et évidemment les tentations. Les tentations. Donc, en troisième module, nous allons voir un peu comment exploiter, payer et défendre ses droits de propriété intellectuelle. Donc, ça veut dire quoi exploiter son droit? On a dit que quand on obtient un titre de propriété intellectuelle, un titre de propriété industrielle, on a le monopole, l'exclusivité d'exploitation. Ça peut être une exploitation directe,
nous-mêmes, on commercialise, ou indirect par un tiers. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait céder totalement, partiellement ses droits. On pouvait louer, donner en licence, par exemple. Et donc, dans ces cas-là, on a donc la cession qui est un contrat par lequel le propriétaire d'une marque transfère la propriété à une autre personne moyennant le paiement d'un prix. À l'inverse, la licence, c'est un contrat par lequel le propriétaire d'une marque, d'un nom commercial, d'un dessin, d'un brevet, concède l'exploitation de ce droit à une personne pendant une durée déterminée et moyennant le paiement d'une redevance en contrepartie. Ça peut être sur une période, mais ça peut aussi être sur un territoire déterminé. Je produis du café au Cameroun, je le commercialise au Cameroun, je voudrais qu'il soit connu ailleurs, je trouve quelqu'un qui peut être partant pour vendre en Côte d'Ivoire, je peux signer un contrat de licence avec cette personne-là et je lui dis, tu peux utiliser ma marque de café pour la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Sénégal, ou juste pour la Côte d'Ivoire, ou pour tous les pays, tous les États membres de l'OAPI, hormis, par exemple, le Cameroun, où je suis déjà implanté. Donc, le contrat de licence a cette spécificité qui est qu'il peut contenir certaines dispositions qui sont soit élargies, soit restrictives. Alors, pourquoi enregistrer? Pourquoi obtenir un titre de propriété? Et comment faire pour, une fois qu'on l'a obtenu, comment faire pour veiller sur son droit, pour le maintenir, pour le protéger? On a différentes façons de veiller qui s'appuient aussi sur différents outils. Alors, on a donc une veille média et concurrentielle, les réseaux sociaux, des sites marchands, les marchés, la concurrence, mais on a aussi une veille juridique, c'est-à-dire effectuer régulièrement des recherches sur les bases de données, sur la base de données de l'OAPI, dans laquelle on a ce qu'on appelle le bulletin officiel de la propriété intellectuelle, où toutes les demandes d'enregistrement de marques ou de noms commerciaux sont publiées. Elles sont publiées quand elles ne sont qu'à la phase d'examen pour permettre à ceux qui auraient éventuellement des craintes de voir leurs produits ou leurs marques usurpées, permettre de la défendre et de s'opposer au nouvel enregistrement qui est envisagé par un tiers. On a aussi une possibilité de faire de la veille au niveau des frontières pour au niveau des frontières avec le concours de la douane pour s'assurer que nos droits ne sont pas bafoués, qu'il n'y a pas de pièces, par exemple, quand c'est des produits, des pièces de contrefaçon qui sortent ou qui entrent même dans la zone OAPI ou au Cameroun. Donc, on peut très bien, une fois qu'on a un titre de propriété, se défendre au niveau des tribunaux. Donc, deux actions possibles. Au plan civil, on a une action en nullité qui est un peu le corollaire de l'opposition quand on est devant l'OAPI parce qu'on a deux façons, on va dire deux façons de défendre son titre de propriété avant, en faisant de la veille,
quand on s'aperçoit qu'au niveau des bulletins officiels de la propriété intellectuelle, il y a un dépôt qui peut être un risque de confusion entre notre marque et la marque du tiers déposant, on peut faire ce qu'on appelle une procédure d'opposition qui est en fait une procédure devant les juridictions administratives de l'OAPI, qui sont la commission des oppositions de l'OAPI. L'opposition intervient au moment où la demande est introduite à l'OAPI. Si on ne s'est pas rendu compte à ce moment-là qu'il y a une marque ou un nom commercial qui a été déposé par un concurrent ou par une personne de mauvaise foi, on peut agir en justice par l'action en nullité. La marque que nous contestons a fini par être enregistrée à l'OAPI. Nous allons vers les tribunaux et nous agissons pour anéantir cette marque-là. On peut aussi revendiquer la propriété d'une marque. On se rend compte, nous n'avons pas fait de dépôt, nous n'avons pas de titre de propriété au niveau de l'OAPI, mais nous nous rendons compte qu'il y a quelqu'un qui a copié notre logo, l'a enregistré à l'OAPI. Si nous sommes dans les délais d'action, nous pouvons agir devant les juridictions administratives de l'OAPI en revendication de propriété. Mais si nous ne sommes plus dans les délais, nous pouvons agir en justice également pour revendiquer la propriété. En général, ce type d'action est souvent intenté lorsque nous avons eu un partenaire qui n'a pas été sérieux. Ici, cette action-là vise à sanctionner les personnes qui, sachant très bien qu'une marque ou un nom commercial ou un dessin ou un brevet appartient déjà à quelqu'un avec qui ils étaient même en contrat ou avec qui ils étaient en affaires, ils vont déposer la marque. Et donc là, le véritable propriétaire, qui n'a peut-être pas encore, qui n'a pas eu de titre dans l'espace OAPI, peut aller revendiquer cette marque-là pour dire attention, nous étions en affaires, ce monsieur est de mauvaise foi, il fait un dépôt frauduleux, c'est ma marque. Donc, à l'issue de la procédure, quand on a raison et qu'on a bien défendu son dossier, l'OAPI nous transfère la marque et la marque est finalement enregistrée à notre nom. Donc, ces types de procédures qui sont devant l'OAPI ont deux niveaux on va dire, deux niveaux d'action. Si on perd en opposition ou en revendication de propriété, on peut faire un recours devant la commission supérieure de recours. Ce sont des instances juridictionnelles, administratives, internes à l'OAPI qui agissent avant, on va dire, ou avant d'aller dans la phase contentieuse au tribunal. Donc, comme je l'ai dit, en fait, j'essaye de gagner en temps parce que les slides sont assez longs. L'action en opposition est ouverte si le droit ne répond pas aux conditions légales ou s'il entre en conflit avec un droit antérieur qui est similaire ou identique. Ici, c'est le risque de confusion. Moi, j'ai ma marque qui est déjà enregistrée. Il y a quelqu'un qui demande à enregistrer une marque qui est très ressemblante ou qui est même identique pour des produits identiques ou pour des produits similaires ou des services identiques ou similaires. À ce moment-là, je peux m'opposer et quand les débats se tiennent en commission, l'issue peut être soit le rejet de l'action en opposition si elle n'est pas fondée ou alors l'acceptation. Dans ce cas-là, on radie des registres la marque qui est venue enfreindre nos droits. Pour la procédure de revendication de propriété, nous avons déjà un petit peu parlé dessus. Alors, au plan pénal,
on a ce qu'on appelle l'action en contrefaçon. La contrefaçon, c'est quoi? C'est toute atteinte à un droit enregistré en cours de validité par imitation, reproduction, usage non autorisé qui vient, on va dire, violer un droit que nous avons acquis. Ici, vous comprenez bien que quand un innovateur, un créateur prend de son temps pour créer, prend de son argent, investit pour mettre au point quelque chose et se rend compte que cet effort qu'il a fourni pendant un certain temps, cet investissement en argent euh, qu'il a, euh, qu'il a fait, est vraiment, on va dire, méprisé par les personnes qui euh, vont, à, vont reproduire de manière non autorisée ce qu'il fait. Vous comprenez que ça fait mal. Et cette action-là est donc envisageable, envisagée pour mettre fin à de telles pratiques. Donc, comment est-ce qu'on prouve qu'il y a contrefaçon? On peut faire une saisie des produits qu'on estime contrefaisants. Elle est pratiquée par un huissier ou un officier public ou ministériel avec l'assistance d'un expert. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même décrire, en dehors du fait qu'on ait la preuve que le produit existe parce qu'on l'a acheté quelque part dans une boutique, il faut quand même qu'il y ait une expertise ou des éléments qui décrivent de manière détaillée qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce qui constitue en fait la contrefaçon. Donc, la saisie permet d'aboutir à la constitution de preuves pour se défendre. Donc, on passe évidemment par le président de, de la, excusez-moi, on passe par le tribunal pour, pour agir en contrefaçon. Donc, l'action en contrefaçon, elle est exercée ensuite, après la saisie. La saisie n'est pas obligatoire, mais elle constitue quand même une bonne preuve de la contrefaçon. Une fois qu'on a ce procès verbal de saisie-là, on peut agir en justice avec cette PV de saisie qui décrivent en quoi consiste la contrefaçon et on peut punir l'auteur de la contrefaçon à de gros. En tout cas, elle est bien sanctionnée jusqu'à l'emprisonnement avec des amendes et même des dommages et intérêts. Alors, nous sommes rendus au module 4. Comment est-ce qu'on manage donc sa propriété intellectuelle? Très rapidement, nous allons voir que la stratégie, en fait, et la gestion des actifs intellectuels constituent des outils impératifs pour une entreprise qui se veut innovante et qui veut survivre même, parce qu'on a quand même un contentieux assez important et on peut très bien acquérir des droits, c'est déjà une stratégie, mais il faut savoir aussi comment est-ce qu'on les gère. Donc, nous allons voir que la mise en place des outils stratégiques pour la propriété intellectuelle s'articule en fait avec une stratégie générale de l'entreprise. Ce n'est pas seulement une question juridique. La propriété intellectuelle doit être un élément en fait de stratégie globale dans une entreprise. Donc,
Elle ne dicte pas ses contraintes, la propriété intellectuelle, à l'entreprise et n'impose aucune solution, mais ce sont en fait des suggestions, des pistes d'une appropriation, d'une exploitation optimale. Donc, en fait, la stratégie de propriété intellectuelle est guidée par une stratégie de produit et de commercialisation. Donc, maintenant, on va se poser la question, quels sont les axes d'une stratégie de constitution d'un portefeuille, par exemple, de droits de propriété intellectuelle? Donc, quand on a, quand on a une idée et qu'on décide de l'exprimer in concreto, on a une idée, on veut produire, on veut créer une machine, par exemple, à laver le ndolé. Euh, on met en exergue, on met en œuvre l'idée en passant à l'action, on crée, voilà, on produit des modules, du matériel qui va permettre à ce que notre machine à laver le ndolé soit fonctionnelle. Pendant cette étape de création, il y a beaucoup de petites choses qui peuvent être détectées comme de la propriété intellectuelle. Donc, dans une entreprise, qu'elle soit petite, grande, moyenne, il faut identifier les éléments qui peuvent constituer la propriété intellectuelle de cette entreprise-là. Est-ce que c'est un savoir-faire particulier qu'on a développé? Est-ce que c'est un procédé que nous avons mis en place en interne? Euh, Qu'est-ce que nous avons? Est-ce que c'est un slogan qui nous est propre? Parce que je vous ai dit que la propriété intellectuelle, c'est plusieurs objets. Donc, il faut identifier au sein de la structure les différents éléments qui peuvent constituer la propriété intellectuelle et savoir donc comment on va la mobiliser. Alors, on peut aussi très bien décider d'utiliser une technologie qui ne nous appartient pas, mais qui appartient à quelqu'un d'autre. Si on l'utilise au sein de notre entreprise et qu'elle ne nous appartient pas, est-ce que nous avons l'autorisation? Parce que ça fait partie des risques dans l'entrepreneuriat. Nous utilisons quelque chose qui vient de l'extérieur. Nous n'avons pas l'autorisation de l'utiliser. Est-ce qu'on l'a acquis de manière formelle? Voilà des questions à se poser. Et comment est-ce qu'on gère la propriété intellectuelle de manière externe? Est-ce qu'on décide de protéger tout ce qu'on crée? Est-ce qu'on choisit des axes ou des produits spécifiques qui peuvent être protégés? Ce sont des questions à se poser pour mettre en place une stratégie de gestion de sa propriété intellectuelle au sein de l'entreprise. Donc, l'acquisition interne, c'est quoi? On a par exemple des salariés. Les salariés peuvent être aussi des créateurs, c'est-à-dire que la création par les salariés n'est pas exclue. Nous avons une idée, nous voulons aboutir à la production de quelque chose ou la création d'un élément. Nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons avec nos salariés. Quels sont ceux à l'intérieur de nos entreprises, de nos petites entreprises, qui sont des talents et comment est-ce que nous gérons les créations de ceux-ci? Très important, pour ne pas avoir à un moment donné un salarié qui se retourne contre nous et nous demande de lui payer euh, des sommes euh, par rapport au travail qu'il a effectué et qui n'est pas forcément ce pourquoi il est employé. On a l'acquisition externe, par exemple, tout ce qui est
contrats de vente, fusion, acquisition de sociétés, est-ce que nous externalisons certaines choses? Est-ce que nous faisons tout en interne? Quels sont les partenariats que nous créons? Au sein de ces partenariats-là, est-ce qu'il y a matière à penser propriété intellectuelle? Qu'est-ce qu'il y a comme éléments qui peuvent constituer la propriété intellectuelle? Est-ce que ce sera seulement à nous? Est-ce que ce sera partagé avec les partenaires? Donc, sur la jouissance des biens intellectuels d'autrui, ça on en a parlé. Quand on utilise pour son entreprise un élément, un droit de propriété intellectuelle qui ne nous appartient pas, comment est-ce qu'on le négocie? Est-ce qu'on va vers des contrats de licence, d'exploitation? Est-ce que si on est un groupe, est-ce qu'on va plutôt vers des labels à usage collectif? On a parlé de la marque collective. Voilà des questions que il faut aborder de nos jours parce que on a beaucoup de joint ventures entre jeunes. Ce sont des questions qu'il va falloir adresser pour pouvoir, excusez-moi, ce sont des questions qu'il faut adresser pour pouvoir évoluer sereinement dans son activité, dans ses affaires. Donc, en termes d'identification et de mobilisation, on va parler par exemple de l'identification des droits non enregistrés. On l'a vu. Qu'est-ce qui, dans notre entreprise, dans notre création, qu'est-ce qui peut être gardé, conservé comme secret? Quelles sont les techniques que nous mettons en place pour conserver le secret au sein de l'organisation? Donc, on a quelques outils d'identification qui peuvent être utiles. Tableau de bord, des fichiers qui permettent d'avoir un certain nombre d'informations qui sont consignées. Aussi, dans l'organisation, comment est-ce qu'on gère? Est-ce que c'est une gestion décentralisée? Qui a la dernière clé? Quelles sont les politiques de management qu'on met pour permettre qu'on met en place pour permettre à ce que tout le monde se sente impliqué? Donc, le management de la propriété intellectuelle, c'est un vaste chantier, c'est un vaste domaine. On en parle parce que il faut en parler dans ces modules de formation pour que vous sachiez que il n'y a pas que l'obtention d'un titre de propriété intellectuelle, mais il y a derrière tout le travail de management, de gestion et de veille aussi pour, pour pouvoir les exploiter de manière optimale. Donc, le choix ici de l'appropriation pour chaque facette du produit va correspondre à un régime. Alors, les raisons de choix peuvent dépendre de plusieurs facteurs. Les facteurs intrinsèques, quel est le modèle économique que nous avons choisi en termes de positionnement et de différenciation sur le marché, l'approche juridique, est-ce qu'il y a de gros risques quand on a un produit phare, par exemple, est-ce qu'il y a de gros risques d'avoir des contrefaçons? Et en termes de facteurs extrinsèques, on a beaucoup de titres bloquants. Il y a des gens qui déposent des marques juste pour empêcher à leurs concurrents d'évoluer sereinement sur le marché. Donc, il y a aussi les usages du marché. Est-ce que c'est une culture, par exemple, dans notre environnement, de déposer, d'enregistrer sa marque, son nom commercial? Donc, ce sont des choses dont il faut tenir compte. Alors, quant à la gestion proprement dit,
La gestion d'un portefeuille de titres de propriété intellectuelle doit être en fait vue sous l'angle dynamique. Parce qu'en fait, c'est s'interroger sur l'utilité de déposer, de maintenir en vigueur un titre de propriété, par exemple. Et là, on a plusieurs paramètres qu'on va prendre en compte. Le coût d'entretien, par exemple, du titre. Une marque, quand on la dépose, on va payer à l'OAPI, admettons, des taxes de 360 000 francs minimum. Si cette marque-là, nous ne l'exploitons pas, nous l'avons déposée, nous avons pensé que le produit allait marcher et au bout de 3, 4, 5 ans, on change d'avis, on va sur autre chose. Est-ce qu'il faut aller renouveler les droits sur ce titre de propriété-là, sur cette marque-là, compte tenu de ce que le renouvellement a un coût? Donc, est-ce que on renouvelle, est-ce qu'on dépose, est-ce qu'on renouvelle les droits? Quand on regarde sur la balance, qu'est-ce que la marque nous rapporte? Donc, il y a ça à prendre en compte. Les perspectives aussi de développement du marché. Si on est protégé, par exemple, dans les États membres de l'OAPI et qu'on décide d'aller vendre en Allemagne, comment est-ce qu'on entre en Allemagne? Est-ce qu'on entre en Allemagne sans protection alors que nous pensons que le produit peut marcher là-bas? Voilà comment est-ce qu'on tient compte des perspectives de développement de notre produit sur le marché. L'exécution des contrats aussi fait partie des paramètres dont il faut tenir compte. Si on a obtenu une licence d'exploitation d'un brevet pour produire, je ne sais pas moi, de l'essence de curcuma, bon, est-ce que le contrat de licence que nous avons signé avec le fabricant de l'alambic ou du matériel qu'on utilise est un contrat qui doit être renouvelé, si c'est un contrat de licence? Est-ce qu'on a obtenu une nouvelle technologie? Au niveau de l'état de la concurrence aussi, il faut regarder. On peut avoir des produits qui sont fabriqués avec du matériel, d'une technologie qui n'est plus actuelle. Bon, la la marque de ces produits-là, est-ce qu'on la conserve? Est-ce que le brevet d'invention, est-ce que nous allons payer le renouvellement du brevet chaque année alors qu'on voit bien que au niveau de la concurrence, il y a une nouvelle technologie qui est beaucoup plus courue? Ce sont des choses qu'il faut, qu'il faut penser quand on est un entrepreneur et quand on a des créations, quand on a des innovations. Donc, en conclusion, la bonne gestion de la propriété intellectuelle passe encore par la définition de certaines priorités. Donc, toutes les innovations ne sont pas d'égale importance pour leurs titulaires parce que certaines peuvent revêtir un caractère stratégique et d'autres sont accessoires. Donc, en termes de management, il est parfois un peu nécessaire d'arbitrer, de faire un arbitrage en termes d'investissement financier ou humain entre plusieurs innovations. Et il importe que ces choix-là ne soient pas le résultat d'aléas, c'est pensées ou alors de contraintes, parce qu'on n'a pas prévu les risques, mais que ce soit vraiment une démarche cohérente, volontaire, à long terme, durable, euh, pour, pour avoir une bonne utilisation des objets de propriété